Bonsoir et bienvenue dans les Rendez-vous d'Antoine. Ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir, vous allez voir, on est plein à l'écran, tout le staff et les invités et les conférenciers du Festival de la Merveille et des Mystères qui va se dérouler au mois de mai, du 12 au 14 mai à Livaro, et ça se passe en Normandie. Bonsoir à tous. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, vous voyez, on est un petit peu nombreux. Donc ce qu'on va faire, on va faire un grand tour de table. Et puis chacun va se présenter. Et l'objectif, c'est de vous donner un avant-goût de ce qui va se passer à ce festival. Parce que vous allez voir, c'est vraiment le festival à ne pas manquer sur ce printemps. Voilà, faudra y être. D'une façon ou d'une autre, il faudra y être. Et on va commencer par l'un des membres fondateurs du festival, Stéphane Levacher. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Antoine. C'est un plaisir de t'accueillir à nouveau sur... Oui, parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'on s'est rencontrés déjà. Tout à fait. Alors, pour ceux qui voudraient vraiment en savoir plus sur les dates, les billets, etc., je vous reporte sur l'autre vidéo, je mettrai le lien dans la vidéo. Là, ce soir, Stéphane, on va plutôt creuser les sujets de chacun. Allez, quand même en 2 mots, ce festival, pour ceux qui n'auraient pas encore vu la précédente vidéo, qu'est-ce que c'est, d'où vient l'idée? Alors l'idée, c'est de réunir toutes ces personnes, ces chercheurs qui depuis plusieurs années proposent un regard original et puis sur le patrimoine, parce que le thème commun c'est le patrimoine, et chacun d'entre nous va porter un regard spécial, va aborder ce patrimoine qui est très riche en France, mais pas seulement, sous un angle spécifique, avec l'idée de renouveler aussi un petit peu justement la curiosité, l'envie de se promener aussi, d'observer, de réfléchir, de méditer, parce que le patrimoine était fait pour ça. C'était à la base en fait un matériel à penser, on pourrait dire. C'était fait pour aider les gens, les hommes, les êtres humains à s'élever aussi, tout simplement. Voilà. Alors donc là. On est encore dans la phase du crowdfunding, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des fonds qui permettent de réaliser le festival dans des conditions optimum. Donc ce crowdfunding est toujours en cours jusqu'au 15 avril. Et puis à partir du 15 avril, on lancera une billetterie et on l'adaptera, et on adaptera aussi notre programme en fonction des moyens dont on dispose. Il y a quand même des dépenses, et notamment des dépenses d'ingénierie, je dirais, le son, l'image. Et puis il faut héberger les différents intervenants. Voilà, donc c'est quand même un petit budget. Bon, après, on le fera le festival, parce qu'en fait, on a vraiment l'opportunité d'avoir un lieu qui s'y prête, Livaro, une belle salle de cinéma, un magnifique manoir. On est dans la vallée de la vie, donc ça s'invente pas. Moi, je donnerais une petite hypothèse d'ailleurs symbolique sur Livaro. Ça tournait. Je sais que parmi les différents intervenants, il y en a qui sont en train de faire des recherches. Je pense notamment à Mathieu autour de Lisieux, etc., qui a découvert déjà plein de choses. Donc voilà, donc là je suis ravi qu'on ait quasiment tout le monde aujourd'hui. Il manque juste Philippe Piénard qui va certainement nous rejoindre, Quentin Leplat qui nous rejoindra peut-être, j'ai pas eu de nouvelles donc je ne sais pas trop. Et puis bon, j'y suis, je voulais remercier aussi Franck Agier de Baglis TV qui nous soutient, voilà, et qui est voilà un personnage précieux et sur la chaîne duquel j'interviens régulièrement. Voilà, donc je remercie, ainsi que toi, Antoine, qui est très présent et très bienveillant et plein d'enthousiasme, comme chacun d'entre nous. Je crois que c'est ce qui nous rejoint tous, qui nous réunit tous, c'est cet enthousiasme et ce désir de sortir d'un certain marasme en organisant un événement qui peut redonner un peu le goût des choses essentielles, mot qui a été source de bien des polémiques, mais là le vrai essentiel, qui se trouve déjà inscrit dans notre patrimoine. Voilà, je veux pas. Après, je pense que je reviendrai pour expliquer la nature de mon intervention à moi dans le festival, mais on peut peut-être laisser la place à un de nos ou une, parce que c'est mixte, de nos intervenantes. Voilà. Tout à fait. On en profite aussi pour saluer Jérôme qui
qui nous accompagnera lors du festival et qui a pas pu être là ce soir, et Claudine aussi, qui est aussi Claudine Ducourt, voilà, qui est aussi. Ouais, fait un énorme travail, voilà, au niveau de la communication. On dépense beaucoup d'énergie pour activer les différents ressorts, motiver les gens sur place. Puis, peut-être d'ailleurs, je peux te tendre la perche, c'est-à-dire que tu seras là, Antoine, et tu seras là comme un acteur d'ailleurs très important. Donc, tu peux peut-être nous expliquer de quelle nature sera ton intervention ainsi que celle de Jérôme. Écoute, avec Jérôme, on va essayer de couvrir journalistiquement effectivement le festival, organiser des sessions d'enregistrement en face à face avec les intervenants pour essayer d'approfondir un petit peu tout ce qui se passe pendant ce festival. On vous aidera aussi à organiser les tables rondes, parce qu'il y aura beaucoup de tables rondes qui seront organisées, le public pourra discuter avec les conférenciers. Et puis voilà, on va essayer d'immortaliser sur l'image ce moment qui sera, je pense, important. Voilà, en 2 mots. Voilà. Alors pour rajouter une petite chose, donc là on a un peu notre brochette d'intervenants, les meilleurs, mais donc Philippe qui va nous rejoindre, Quentin qui nous rejoindra peut-être également. Mais il y a d'autres, il y aura des surprises, parce que j'ai été contacté par différentes personnes qui travaillent aussi sur le patrimoine à leur façon, des géobiologues, j'ai aussi un spécialiste, un autre spécialiste des Templiers là, qui est parti en quête en Espagne, au Portugal, et qui passera pour le festival du côté de chez nous. Donc on aura de belles surprises, je crois. Mais donc là, on a notre programme, en tout cas officiel, pour l'instant prévisionnel, mais qui est déjà bien bouclé. Et donc chacun va expliquer la nature de sa prestation. Tout à fait. Donc du coup, on va commencer par ce programme. On va passer très rapidement sur le vendredi, on y reviendra à la fin, dans la mesure où Quentin nous aura peut-être rejoint, parce que c'est lui qui ouvre le festival le premier soir, le vendredi donc 12 mai. Ensuite, le samedi 13 au matin, bien Stéphane, c'est toi qui lance aussi le bal avec un sujet, une conférence sur le symbolisme des paysages, de la nature et du patrimoine. On en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, comme ça on va laisser la parole aux autres. Et on va passer directement à la fin de la matinée du samedi, donc à partir de 11h. C'est donc Agnès Delaunay qui fera une conférence sur les hauts lieux de guérison. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Donc moi je m'appelle Agnès, je suis pratiqueur, je suis praticien de santé et je travaille justement sur tout ce qui est très vibratoire, sur tout ce qui est un élément clé de la guérison, de la vibration qui nous entoure. Et Stéphane m'a gentiment proposé d'animer cet échange. Car il sortira juste de la conférence sur les fontaines guérisseuses. Et donc, l'idée, c'est d'échanger sur l'effet placebo ou pas placebo, l'effet vibratoire, pas vibratoire. L'idée, ça va être de réfléchir et de poser on va dire des questionnements sur la vibration. Ça fait quoi? Est-ce que la fontaine, elle est guérisseuse? Parce que la vibration de la personne, elle est tellement convaincue que toutes les hypothèses qu'on peut avoir, ou est-ce que l'eau est vraiment guérisseuse? Est-ce qu'on a analysé l'eau et la science va dire, mais non, l'eau, elle n'est pas guérisseuse, etc. Et donc, ça va être un petit peu de discuter autour de ces thématiques, hein, entre guillemets, de la vibration, de ce que nos convictions, entre guillemets, peuvent émettre un petit peu comme un effet placebo autour de cette thématique pour, on va dire, illustrer le propos qui sera tenu par Stéphane avant. D'accord, donc c'est dans la continuité effectivement de cette conférence. Alors toi, pour essayer un petit peu de te connaître en quelques mots, depuis combien de temps, on va dire, tu es dans cette comment dire, dans cette adéquation avec l'énergie, avec les... Ça fait à peu près 30 ans que je m'intéresse à ces sujets-là et que j'ai vraiment commencé on va dire, à être plus apte à en parler
Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens comme Greg Braden, des gens comme Nassim Haramein, des gens comme Joe Dispenza. Il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui, ou Bruce Lipton, qui ont démontré scientifiquement un certain nombre de choses qui ne sont plus discutables, entre guillemets, et qui jettent des nouvelles hypothèses justement sur tout ce qui est vibratoire. Et aujourd'hui, il y a des choses qu'on sait dans les lieux sacrés. On sait très bien que quand on vient de dire une messe et que tous les gens étaient dans leur communion, il y a des gens qui savent mesurer que le taux vibratoire de l'Église, il a changé. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, c'est des choses qu'on connaît, c'est des choses qu'on sait, c'est des choses dont on peut parler avec beaucoup plus de facilité. Ça fait moins psychologie de comptoir, on va dire. Depuis une dizaine d'années, les choses se sont un petit peu plus ouvertes. Autrefois, c'était un petit peu plus compliqué d'en parler. Donc c'est vraiment de plus en plus intéressant aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont fait des recherches, comme les gens du HeartMath Institute. Alors c'est vrai que moi je suis très imprégnée on va dire des chercheurs ou de la littérature américaine parce que mon métier c'est moi c'est enfin on va dire d'aider les gens à guérir ou en tout cas d'aider les gens à maintenir leur bonne santé, c'est ça mon métier et que dans le métier que je pratique la littérature américaine ou la littérature en tout cas anglo-saxonne foisonne d'expériences et aussi, elle foisonne de recherches, de gens qui ont dépensé vraiment toute leur vie à chercher et à démontrer les choses. D'accord. Si on veut un petit peu suivre ce que tu fais, tu as un site web, tu as peut-être écrit un livre? Tout à fait. J'ai un site qui s'appelle agnesdelaunay.com et je suis en train de finaliser, entre guillemets, un livre actuellement, justement, qui est une espèce de petit guide de tout ce qu'on peut faire de façon facile, qui ne sont que des choses justement en harmonie avec la vibration que nous pouvons émettre pour garder notre bonne santé. Voilà, pour être en bonne santé et puis un petit peu améliorer le cours de notre vie. Parce qu'en fait, la vibration, elle se connecte avec le champ qui nous entoure et elle peut améliorer grandement le cours de nos vies, comme la fontaine miraculeuse peut améliorer le cours de notre vie. Voilà, c'est ça l'idée. Écoute, surtout, tu me fais signe dès que ce livre est sorti, parce que Merci. il faudra que tu viennes en parler sur la chaîne. C'est des sujets vraiment qui nous intéressent. Normalement, j'espère que ce sera cette année. Bon. Alors, est-ce qu'il paraîtra pour le festival? Ah, peut-être, on ne sait pas. Ah, ça Non, serait quand chouette, même, ça. ça serait pas C'est un possible. peu tôt. J'aurais pas terminé en mai. Enfin, si, j'aurais terminé d'écrire, je pense. Mais il sera pas imprimé. Bon, en tout cas, on pourra en parler sur place ensemble. Donc, tu interviens le samedi 13 mai à 11h, de 11h à 12h30, les hauts lieux de guérison. Alors, je voudrais rajouter justement sur cette intervention, il y aura aussi un géobiologue qui participera à cette table ronde pour voir justement le problème enfin le problème, enfin aborder la réflexion sur la guérison que peut octroyer ces fameuses fontaines, qui sont toujours actives. Hein. On verra la fontaine de Saint, sur laquelle je travaillerai, la fontaine Saint-Méen du Prédo, j'ai toujours active. Les gens y vont régulièrement. Et donc les géobiologues, un géobiologue, peut-être d'autres, mais j'en ai un sous la main déjà, nous expliquera son point de vue à lui. D'accord. D'ailleurs, si tu veux juste enchaîner, bien sûr, ta conférence à toi qui sera juste avant, hein, sur les deux fontaines guérisseuses du pays d'Auge. Oui, bah, en fait, moi, je proposerais une lecture symbolique des éléments qu'on trouve dans l'architecture et dans le paysage autour de ces deux fontaines. Je travaillerai aussi sur la toponymie, hein, la topographie, et puis les noms, enfin les noms aussi, enfin, c'est la toponymie. Hein. Ouais, puis sur un certain nombre de symboles. Par exemple, la fontaine Saint-Méen, une espèce de serpent Ouroboros qui trace une espèce de muret qui est orienté d'une certaine façon par rapport aux points cardinaux. Il y a une pyramide, laquelle l'eau sort. Elle trace une espèce de S au sol. Enfin bon, il y a plein d'éléments comme ça. J'expliquerai. Le saint, il s'appelle Saint B1. Donc il y a plein de choses aussi intéressantes. Certainement Avatar de Bélénos. Bon, il y a pléthore de choses à dire sur ça et sur l'autre, qui est la fontaine nourrie de Norol, la fontaine nourrie hein, à Norol. Donc tout ça est à déchiffrer. Moi, je ferai une petite intervention d'une heure pour justement laisser assez rapidement la place aux autres angles d'approche de ces deux mêmes fontaines guérisseuses
parmi les multiples fontaines guérisseuses qu'on trouve dans le pays d'Auge. Hein, c'est vraiment la terre des collines et des fontaines. Donc des fontaines, il y en a dans les fossés, il y en a, je sais pas, encore des dizaines qui sont pratiquées pour les maladies de peau, les maladies, les petites maladies psychologiques, les petites dépressions, etc. Enfin, ça reste encore en fait bien ancré dans le terroir. Voilà. Ok. Juste, Agnès, j'ai oublié de te demander, tu es dans quelle zone, toi, dans quelle région? Moi, je suis à Bernay. À Bernay, d'accord. Donc tu es une Normande. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, merci Agnès. On va passer ensuite le samedi à 14 heures, de 14 à 15h30, avec Françoise Bonnardel, qui va nous présenter une conférence sur le patrimoine et l'identité, comment transmettre ce que l'on a conservé. Bonsoir Françoise. Bonsoir, vous m'entendez bien? Parce que j'ai remis le micro là. Oui, on t'entend parfaitement bien. Désolée Alors là, pour la mauvaise lumière, mais j'en ai ajouté un petit peu, mais je ne sais pas si c'est meilleur. Non, mais écoute, ce soir tu resteras la femme de l'ombre, tu vas garder ton mystère. Et si les gens veulent te découvrir, eh bien écoute, ils viendront te rencontrer à Livaro. Alors juste en quelques mots, si tu pouvais te présenter au public. Alors, je suis philosophe, ou enfin j'essaye de l'être, et j'ai enseigné pendant une vingtaine d'années la philosophie des religions à la Sorbonne. Par ailleurs, je suis essayiste, enfin j'ai écrit, je sais pas, entre 15 et 20 livres, en m'intéressant beaucoup à des traditions anciennes comme l'alchimie, l'hermétisme, la gnose, en m'intéressant aussi à l'œuvre de Jung, sur laquelle j'ai fait un livre il y a 3-4 ans. Bon, enfin bref, ce qui m'a conduit à accepter cette invitation, c'est en fait parce que j'ai écrit il y a une dizaine d'années un livre, un essai qui s'intitule Des héritiers sans passé, un essai sur la crise de l'identité culturelle européenne. Et c'est un essai dans lequel je m'interroge sur la question justement de la transmission, qui pour moi est une question vraiment importante. Et on dit Stéphane, hein, pas Stéphane. Bon, Stéphane a donc pris contact avec moi pour voir si l'idée de participer à ce festival m'intéressait. Et nous sommes tombés d'accord sur l'idée du patrimoine, donc, et c'est la question que j'ai formulée. Donc, quel est le rapport entre le patrimoine et l'identité? Est-ce que la référence au patrimoine implique la référence à une identité particulière ou pas? Et qu'est-ce qui constitue un patrimoine? À partir de quel moment est-ce qu'on peut vraiment parler d'un patrimoine auquel on se sent rattaché? Donc, il me semble que l'idée intéressante, c'est d'essayer de comprendre la nature de ce rattachement et de cet attachement. En effet, on ne parle pas d'un patrimoine, on sait qu'il y a des patrimoines qui existent. Chaque peuple de tel ou tel pays, telle ou telle contrée a un patrimoine, mais nous ne nous sentons pas attachés à ce patrimoine. Nous ne nous sentons pas, évidemment, nous n'aurions pas l'idée de le détruire, mais encore que ça s'est passé avec les Bouddhas de Bamiyan, par exemple, ou Palmyre. Mais nous avons un lien particulier avec ce patrimoine et qui est un lien qui met en jeu la question de l'identité. Donc ça, c'est en fait le premier volet de ma réflexion. Ensuite, je voudrais m'interroger sur la notion de conservation, parce qu'effectivement, c'est une attitude qui est finalement moins commune qu'on pourrait le penser. Il y a des époques où on ne pensait pas à conserver. Il y a des pays, je pense à l'Inde en particulier, où quand un temple s'écroule, on le laisse s'écrouler en disant que finalement, c'est l'impermanence des choses, etc. Donc pourquoi est-ce que nous avons, nous, en Occident, l'envie de conserver, le désir de conserver, qui va d'ailleurs, qui s'oppose
aux besoins de nouveautés permanentes de la modernité. Donc il y a là une espèce de contradiction. Pendant que les uns conservent, ou pendant on constitue un patrimoine, eh bien, il y a d'autres gestes qui vont vers la destruction, au contraire, et qui ne manifestent pas un intérêt particulier pour la conservation. Donc, conservation, d'une part, mais transmission. Ma question, ce serait comment s'y prendre, comment faire pour transmettre ce que l'on a conservé. En ce sens que c'est pas parce qu'on conserve qu'on transmet. Je voudrais montrer la différence. C'est pas parce qu'on conserve qu'on transmet. Par exemple, on peut faire de la muséographie, tout simplement, c'est-à-dire qu'on peut conserver pour mettre dans des musées. Bon, ce qui est une forme de transmission, évidemment, puisque c'est sauvé de l'oubli. Mais la transmission, c'est plus que ça. La transmission, ça veut dire que on joue le rôle d'un relais, hein, d'un flambeau, d'un relais, et que les personnes à qui on va transmettre, eh bien, vont reprendre à leur compte, vont se réapproprier un certain nombre des valeurs du passé, un certain nombre de valeurs qui, du coup, ne seront plus des valeurs du passé, mais seront redevenues des valeurs actuelles, présentes. Donc, c'est ça qui m'interpelle, surtout à notre époque, parce que, bon, il y a un énorme effort de conservation, mais en même temps, est-ce que la transmission suit? Et je pense qu'il n'y aurait pas une crise pareille à l'école, dans les écoles, si la question de la transmission allait de pair avec la conservation des héritages. Donc voilà, moi je voudrais articuler ma réflexion à peu près en 3 points. La question patrimoine-identité, la question conservation, pourquoi est-ce qu'on conserve? Est-ce que c'est un geste universel ou bien est-ce que c'est culturel? En quoi est-ce que c'est lié à notre histoire, peut-être à notre peur de voir cette histoire se disparaître? Et enfin, est-ce qu'il suffit de conserver pour transmettre? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans la transmission qu'il n'y a pas dans la conservation? Voilà. Mais tout ça, si j'ai bien compris, il faut que ça puisse s'adresser quand même à un très large public, donc en évitant tout ce qui est purement savant, enfin en essayant de construire une réflexion vivante qui puisse s'adresser à tous. Exactement. Mais bon, je pense qu'effectivement, ce sujet de comment transmettre ce qui a été conservé, c'est un sujet qui peut toucher tout le monde. Et tu as assez de recul en ayant été enseignante pour pouvoir effectivement transmettre toi-même toutes ces connaissances. J'espère, d'autant plus que, c'est très frappant parce que quand on vit à Paris, on se rend plus compte de ça. Mais dès qu'on va en province, on s'aperçoit de l'extraordinaire attachement des Français pour leur patrimoine et des initiatives qui sont prises et qui sont souvent tout à fait remarquables pour défendre ce patrimoine. Et donc ça, je crois que c'est important de le rappeler parce que la vision qu'on a de Paris est très faussée. Elle ne représente pas, je crois, le rapport des Français à leur patrimoine. Mais il me semble. Non, tu as raison. En tout cas, voilà, tu pourras nous en dire plus. C'est le samedi 13 mai de 14h à 15h30. Pour finir, tu as un site web où on peut retrouver... J'ai un site web qu'il faut d'ailleurs que je fasse réactualiser, j'y pense ces jours-ci. C'est Françoise-Bonnard, c'est ça, .com ? .com, tout à fait. D'accord. Ok, très bien. Merci Françoise pour ton intervention. Merci Françoise. Alors, mes amis, ensuite, il devrait y avoir l'intervention de Philippe Liénard. Comme il n'est pas encore arrivé, je pense Stéphane, on passera le sujet juste après, dès qu'il sera là. Et c'est aussi Philippe qui va aussi servir au niveau des tables rondes. Voilà, c'est ça. Philippe sera l'animateur. Hein. Il a l'habitude de le faire parce qu'il avait une émission qui a duré plusieurs années sur BTLV. Donc, il a l'habitude aussi des grands auditoires et un peu comme toi, hein, de la transmission et de l'animation des échanges.
Donc, il est le maître de cérémonie, voilà, du samedi. Et puis, il a aussi son intervention. Voilà, il va lui nous parler en fait, de la présence templière en France et plus particulièrement dans le Calvados, et parler justement des Templiers comme un peu véhicule d'une transmission à un moment donné, d'ailleurs comme l'ont été les francs-maçons, parce qu'il connaît aussi bien le milieu des francs-maçons. Donc voilà, il nous parlera de ces deux modes de transmission qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. D'ailleurs, il nous en parlera d'une connaissance, s'il y a une connaissance commune. Parce qu'en fait, la question aussi, c'est celle du qu'est-ce que l'on transmet, qu'est-ce que ce patrimoine que l'on s'efforce de conserver, qu'est-ce qu'on lui fait transmettre. C'est qu'est-ce qu'il y a à transmettre à part des, des structures de bâti. Donc, quand moi je travaille par exemple sur le symbolisme, c'est qu'il y a une pensée qui est véhiculée par les symboles, et puis les gens qui travaillent comme Mathieu ou Eric, qui travaillent sur la géographie ou la géométrie sacrée, nous parleront aussi voilà, de connaissances qui sont transmises. Et c'est peut-être ce qui justifie d'ailleurs qu'on s'efforce de conserver le patrimoine, parce qu'en fait, il véhicule des choses importantes, des choses essentielles. Et donc, Philippe, oui, nous parlera peut-être cette espèce de message qu'on va essayer de transmettre, d'une part les Templiers, et d'autre part, à leur façon, les francs-maçons, certains francs-maçons, parce qu'il nous expliquera qu'il n'y a pas les francs-maçons, il y a plein de loges différentes, et puis il y en a certaines qui sont plus voilà, liées à cette transmission de connaissances que d'autres. Voilà. Ok. Écoute, s'il nous rejoint avant la fin, il nous en redira deux mots. Sinon, effectivement, c'est donc samedi de 16h à 17h30, les mystères de l'héritage spirituel avec Philippe Liénard. Ensuite, la soirée de samedi. Donc, ça sera une longue soirée, 20h, 23h. Et là, eh bien, on va, tu vas nous en dire plus, Stéphane, avec Saadi. Vous allez nous parler de métanoïa. Oui, alors Métanoïa, on commence à le tourner dimanche. Alors, à la base, il devait se faire avec Marbielli, puis il y a eu des soucis de scénario. Donc, Saadi, que je connais depuis plusieurs années, a pris le relais. Et donc, le tournage débute donc dimanche et va s'effectuer sur une quinzaine de jours sur Paris. Parce qu'on travaille plutôt sur le site de Montmartre. On s'est focalisé sur le site de Montmartre, que j'ai travaillé dans mon livre Un chemin initiatique en plein cœur de Montmartre. Et puis, après, il y aura un gros travail de montage à partir de la fin du mois pour qu'on puisse présenter quelque chose de cohérent et d'à peu près abouti au festival. Ce sera certainement une trentaine de minutes, mais ce sera un peu un prototype de ce que je cherche à faire sous forme cinématographique sur la base de mes travaux sur le symbolisme du patrimoine. Et puis après, Sadi va, et là je vais lui laisser la parole, va nous projeter un de ces films que j'adore. Alors là, on va partir très loin, parce qu'on va partir trop loin, c'est pas très loin, au Liban. Et on va aller visiter donc un autre patrimoine très très riche, qui est en fait qui a accumulé des couches comme ça de sédiments de civilisation, avec aussi des phases de destruction, d'effacement et puis de renouvellement. Et donc, dans le film de Sadi, intitulé donc Chant du pays des cèdres. Et là, je vais laisser la parole à mon ami Sadi. Bonsoir Sadi, comment vas-tu? Merci, merci beaucoup. Alors Sadi, en quelques mots, donc on va te découvrir. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait pour ce monde cinématographique dans ta vie? Parce que j'ai vu que tu as été acteur aussi, que tu as fait pas mal de choses, tu as été un peu touche à tout sur ce milieu, et c'est ça qui est génial, parce que c'est très enrichissant. Alors vas-y, décris-nous en quelques mots un petit peu ton parcours. Je vais essayer d'abréger parce que ça peut être très long, justement. Parfois, des amis qui me disent, mais on ne sait pas, tu fais quoi exactement toi?
Est-ce que tu es poète, tu es cinéaste, tu es comédien, conteur, tu écris des livres, donc on ne sait pas. Alors je dis, moi je fais ce que j'aime, tout simplement. Si quelque chose que j'aime, je le fais, voilà. Moi, je suis né à Bagdad, je suis franco-irakien, disons, et c'est une ville, comme vous le savez, d'un patrimoine extraordinaire, d'une richesse extraordinaire qui plonge dans son patrimoine 10 000 ans, je dirais, avant l'histoire, même plus que ça. Surtout avec les Sumériens, inventé la première langue du monde, le cuneiforme, les premières poésies, etc., les premières épopées, tout cela, etc. Donc ça fait vraiment rêver. C'est une chance inouïe que je sois né là-bas. Et après, bon, je veux dire que je suis devenu comédien à l'âge de 7 ans. Et j'ai commencé à jouer à la radio de Bagdad rapidement, rapidement. Et après, j'ai joué dans des films, des rôles principaux. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Et j'ai fait une licence en droit, je ne jamais faire de droit, parce que je faisais toujours du cinéma et du théâtre, de la radio, de la télé. Je suis venu à Paris parce que ma mère était à Paris, elle étudiait à Paris, je l'ai suivie et mon frère aussi, et j'ai fait un doctorat de lettres françaises. Et j'ai suivi des cours de théâtre, plein de choses. J'étais chez Jacques Lecoq. J'étais aussi j'ai fait du cinéma, enfin j'ai étudié le cinéma en même temps. Et puis rentré à Bagdad, j'ai enseigné à la Sorbonne 2 ans. Enfin, j'étais parti à Bagdad, enseigner là-bas et travailler au théâtre, au cinéma. J'ai fait les théâtres de rue à Bagdad pendant 10 ans, un combat terrible. J'ai même joué dans une prison une fois, parce que je crois que le théâtre a un rôle extraordinaire, comme dit Madame Françoise, de transmission extraordinaire de la beauté et de la poésie. Et puis voilà, donc ah oui, je dis que je viens presque de terminer une tournée à l'échelle européenne, un peu internationale, où j'ai joué un rôle très important dans une pièce qui s'appelle Fraternité contre Fantastique, avec Caroline Négoyen, la réalisatrice, un travail en commun ensemble. Et les dernières deux représentations, ce sera à Luxembourg, fin avril. Voilà, donc on était à Berlin, etc., plein de capitales et d'autres régions, en France aussi surtout. Et puis voilà, donc là j'enchaîne maintenant avec mon ami Stéphane dans ce film. Bon, je suis ravi de travailler avec Stéphane parce que c'est un gars très sérieux et qui aime beaucoup ce qu'il fait. Enfin, parler de Montmartre, c'est énorme. Parce que Montmartre n'est pas seulement je dirais, des merveilles et des mystères. Moi, j'aime bien mystère que le festival, peut-être, je pense que c'était ça le nom. Pas seulement le patrimoine, parce que c'est un peu trop mystère et merveille, j'aime beaucoup, parce que ça permet de voler, de rêver plus et d'embrasser le monde entier. Enfin, je dirais que le patrimoine français ne peut exister que par l'influence des autres patrimoines du monde, comme patrimoine grec, et que sans plonger dans les racines des patrimoines du monde ou les merveilles du monde, on peut pas être soi-même. Enfin, je parle comme ça, quoi. Comme voilà, donc nous, on est dans vraiment, je dirais, un grand combat avec mon ami Stéphane. Euh, et, euh, on se dit les choses comme il faut, quoi, parce que elle me demande un travail je dirais, très difficile et qui prendrait beaucoup de temps. Ben, j'espère être le messager avec lui de ce travail.
Parce que Montmartre n'est pas seulement des signes et de patrimoine général, c'est aussi très politique parce que la Commune de Paris était sur les hauteurs de Montmartre, par exemple. Et plein de choses comme ça. Donc, on parle des cryptes, on parle de la réalisation de soi, par l'influence justement des signes et des niveaux merveilleux de cette ville, de ce quartier très très riche par son passé et je dirais aussi par son présent. Bon, moi j'espère vraiment faire quelque chose. Alors rapidement aussi sur mon film Chante de pays et des cèdres. Chante de pays et des cèdres, ça m'a pris 4 ans de travail. Aller revenir me promener là-bas dans le Liban. Le film commence par une phrase, il y a sous chaque caillou de la terre où te poses tes pieds chaque jour, un merveille qui peut fasciner le monde. C'est une phrase de Saïd Akl, un auteur libanais. Donc moi je commence le film par cette phrase et j'essaye d'enlever quelques cailloux de cette terre de Liban pour voir les merveilles de ce pays qui a donné beaucoup, beaucoup au monde, parce que l'écriture aussi, les Phéniciens ont inventé l'écriture, disons, l'alphabet que nous connaissons, et que la Méditerranée a joué un grand rôle international dans le patrimoine mondial entre les différentes régions, la France, l'Égypte, la Grèce, comme vous le savez, l'Italie, tout cela. Donc, on est vraiment dans un patrimoine à travers ce pays, le Liban, un patrimoine, je dirais, de plus ou moins international. Et que mon héros que j'aime beaucoup, Gilgamesh, c'est la première épopée du monde, l'épopée de Gilgamesh, est entré, pardon, il est pour moi, on peut dire qu'il est parti au Liban pour chercher la vérité et pour trouver toute cette beauté extraordinaire de notre monde, de ce pays-là, justement à travers l'arbre et les racines, parce que sans racines, l'homme n'est rien. Ouais, t'en avais fait une pièce de théâtre en 2012, hein, c'est ça, sur l'épopée de Gilgamesh. Non, non, Gilgamesh, je le joue et je suis prêt à le jouer sans arrêt depuis 1984. Elle était produite par une aide très précieuse de Milena Salvini, la directrice de théâtre Mandapa à Paris, et je l'ai joué chez elle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle parlait aussi de son mari, Roger. Ils sont morts malheureusement, mais moi je n'oublierai jamais parce que c'est des gens merveilleux. Et donc c'est un de mes livres publiés chez l'Harmattan. J'ai publié 7 livres, 4 chez l'Harmattan, et puis 2 chez Édition du Cygne. 3 chez Édition du Cygne, et puis j'ai fait Gilgamesh en anglais aussi, parce que je joue aussi en anglais, j'écris et je joue en anglais aussi. Bon, en 3 langues, français, arabe et anglais. Voilà. Tu es vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, un touche à tout, tu es sur tous les domaines culturels, et c'est ça qui est génial. Alors j'ai jeté un petit coup d'œil pour voir où est-ce qu'on pouvait trouver le DVD de ton film, hein, Chant. Chez l'Harmattan, ils ont acheté une partie des droits de l'épopée de Gilgamesh parce que ça les a intéressés beaucoup. Et en même temps, Chant de pays et des cèdres, chez l'Harmattan, on peut les trouver. Et je pense si on peut les commander chez la FNAC. Ok, eh bien merci Sadi pour toute cette explication. Donc on te retrouvera avec Stéphane le samedi soir de 20h à 23h. Oui, à mon avis, la soirée, elle va pas se terminer à 23h. Hein. Rapidement, merci à vous, merci à Stéphane de m'avoir fait contacter. Et puis, dans l'attente vraiment de vous retrouver tous et toutes. Je vous embrasse. Merci, Sadi. Stéphane, on va passer maintenant au dimanche.
Et je voulais me tourner vers Rémi Pécaud, qui donc va être le maître de cérémonie de la journée de dimanche, à l'instar de Philippe Liénard, qui sera celui de la journée de samedi. Rémi, bonsoir. Bonsoir. Alors Rémi, en quelques mots. Donc moi je représente l'Observatoire du réel, qui est une association qui a une douzaine d'années et dont la finalité est de donner la parole à des chercheurs sur des sujets qui ne font pas encore consensus. Donc il n'y a pas j'allais dire, de domaine spécifique. Le spectre est très large qui va de la vie après la vie, en fait. On a commencé par ça, hein. Les échanges avec les défunts, la physique quantique, l'archéologie interdite, la santé, etc. Qui font pas encore consensus. Ça veut dire qu'on prend le pari qu'ils le feront un jour, mais que les intervenants ou les chercheurs qui sont sur ces sujets-là ne sont pas encore reconnus. Voilà, donc l'idée, c'est de leur donner la parole. Nous, notre finalité, c'est pas de remplir des salles de 500 personnes ou de 1000 personnes au Grand Rex en donnant la parole à Deepak Chopra, à Eckhart Tolle et compagnie, parce qu'ils n'ont pas besoin de nous, ils sont déjà connus. Je dirais que par rapport à d'autres structures, associations ou sociétés qui fait ce qu'on fait, qui fait ce qu'on fait, ou qui donnent la parole à ces types de personnes-là, à ces personnes, on met un filtre. C'est-à-dire que tous ceux qui ont du sensationnel à raconter ne sont pas nécessairement, ne passent pas nécessairement à l'observatoire du réel. Quand je dis qu'on met un filtre, c'est qu'on essaye de valider, d'avoir des confirmations. Alors, on peut se tromper ou on peut être abusé. L'autre critère, c'est qu'il y a un second filtre sur la nature de la personne et de son sujet, c'est-à-dire que on n'est pas là pour, on est là pour donner la parole à des personnes qui sont au service de leur sujet et pas des personnes qui se servent de leur sujet pour se mettre en avant. Voilà. Donc très rapidement, donc Mathieu, il a fait partie avec Georges Vermar des premiers, je me rappelle plus, ça devait être la 5e, 4e ou 5e conférence en 2011 ou 2012. Donc ça fait longtemps qu'on est en relation. On l'a reçu après dans la vallée du Rhône, chez Chapoutier, parce qu'on a fait quelques conférences en dehors de Paris. Éric Le Saint, ça fait 4-5 ans. Il est intervenu déjà plusieurs fois. Il interviendra à Dijon, voilà, parce que historiquement, j'ai toujours fait mes conférences sur Paris, mais j'ai déménagé en Bourgogne maintenant. J'ai mis quelques années à implanter les conférences parce qu'il faut trouver et rencontrer son public, hein, pour pouvoir le faire. Puis au début, j'avais un peu la trouille. Je me suis dit, est-ce que je vais avoir le public pour ça? Et en fait, le public, je crois qu'il est partout. Donc, on l'a trouvé sur Dijon. Il y a une petite communauté maintenant, j'allais dire, comme elle existe sur Paris. Voilà, donc Eric vient à Dijon dans une quinzaine de jours. Le 28 mars, exactement. Là, je suis en train de parcourir effectivement le programme sur ton site observatoire-réel.com. Voilà, le 28 mars à Dijon, sur le centre du monde et la trame invisible qui relie les lieux sacrés de la Terre. Voilà, qui sera un peu je pense, le thème qu'il abordera aussi à Livaro, je crois. Et puis on le reçoit ensuite à Paris sur son travail, là, plus spécifiquement centré sur les pyramides. Ouais, le 20 avril, le secret de l'implantation des 7 plus belles pyramides. Là aussi, c'est tout un travail, hein, parce que Eric, on en parlera tout à l'heure, mais il passe sur la chaîne de Jérôme de temps en temps sur Horus, et c'est vrai qu'il nous fait du très très beau, très très belle présentation et démonstration. Donc ça risque d'être aussi une très belle conférence. Donc voilà ce que je peux vous dire de l'Observatoire très rapidement. Et puis, ravi d'être là. Eh bien, écoute, ravi de faire ta connaissance aussi, Rémi, et que tu sois embarqué dans cette aventure du Festival de la Merveille et des Mystères. Donc, alors Antoine, on peut ajouter aussi que le dimanche matin, en fait, il y a un hommage
à deux pionniers, donc Georges Vermar, dont vous parlera bien sûr Mathieu, qui l'a très bien connu, qui a travaillé avec lui, qui a été formé, si on peut dire, par lui, mais au bon sens du terme. Et puis aussi un hommage à Paul Barbanegra, qui est un des premiers cinéastes, en fait, à s'être penché sur le patrimoine, suivant l'angle à la fois poétique, philosophique, imaginaire, métaphysique. Et ce sera Françoise Bonnardel qui nous parlera de son ami, parce qu'elle l'a bien connu. Donc de ce cinéaste qui a fait 12 films entre les années, si je me souviens bien, 69, je crois, et 85. 12 films qui passaient, donc ça devait être encore simplement la première chaîne, en prime time, et qui avait un public voilà, très, très, très passionné. Donc ça nous ramène au fait qu'il y a une petite régression, je pense, depuis les années 90, et que certains sujets qui passionnent les gens ont eu tendance à être un peu tabouisés ou relégués justement dans le sensationnalisme dont parlait Rémi. Et donc à Livaro, l'idée c'est de repenser tout ça et de réunir les gens qui ont envie de témoigner de toutes ces beautés et puis de toutes ces choses pensées essentielles qui nous nourrissent, voilà, et qui sont inscrites par nos ancêtres dans le patrimoine. Donc, on va peut-être redonner la parole à Françoise, qui peut peut-être nous parler un instant de son ami Paul Barbanegra, dont on passera en fait le film. Je pense que le choix que je vais faire, c'est le film sur le Mont-Saint-Michel, puisqu'on est quand même un peu entre Normands. Donc, on projettera le film qui a été recolorisé, masterisé par l'INA assez récemment. Donc, sur le Mont-Saint-Michel, c'est une petite merveille, comme le Mont-Saint-Michel d'ailleurs est une merveille. Oui, j'ai connu Paul dans les années 80 à peu près, dans le cadre d'un centre de recherche sur l'imaginaire qui avait été créé par Gilbert Durand, qui a été mon patron de thèse à Chambéry. Et une amitié très forte est née avec Paul et avec sa femme. Paul, il faut le dire, est un émigré roumain qui est venu en France, on dire dans les années où il a, je sais pas exactement, mais enfin, il a fui la dictature communiste et il faisait partie de ces émigrés roumains que j'ai connus chez lui d'ailleurs, Émile Cioran, Eugène Ionesco, le dramaturge, Mircea Eliade, l'historien des religions. Donc il y avait autour de Paul et de Rosie, son épouse, il y avait toute la diaspora roumaine de cette époque. Et c'était évidemment un environnement extrêmement riche. Et Paul, qui était un grand lecteur de Guénon et de tous les auteurs qui défendaient une certaine idée de la tradition, Paul a réalisé donc ces films qui étaient quand même tout à fait novateurs à l'époque. Et Stéphane a raison. Je ne sais pas si aujourd'hui les chaînes de télévision diffuseraient des films semblables qui défendaient effectivement une certaine vision du sacré et qui était comment dirais-je, une défense aussi d'un certain nombre de valeurs traditionnelles. Je pense que de ce point de vue-là, il y a eu une certaine régression. Voilà, donc c'est une amitié qui a perduré pendant jusqu'à sa mort. Et voilà, donc j'ai souvenir aussi d'être allée en Roumanie avec lui, son épouse et d'autres amis roumains, et d'avoir passé les fêtes de Pâques dans les monastères de Bukovine. C'était un souvenir tout à fait merveilleux. Voilà, mais je vous en parlerai plus longuement, mais juste pour vous donner une idée de cette relation et de qui était Paul. Très bien, merci, merci Françoise. Donc, comme le disait Stéphane, ça se passera, cette diffusion d'extraits, le dimanche 14, de 10h à 12h30, Stéphane. Eh bien, nous allons passer à notre invité suivant. Il s'agit de Mathieu Lavaux. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Alors Mathieu, ça me fait plaisir aussi de te recevoir sur la chaîne.
parce que tu as fait aussi un petit tour du côté de chez mon ami Jérôme sur Horus, sur une émission très intéressante d'ailleurs, c'était sur le grand architecte. C'était il y a quelques mois, il y a un mois je crois, de cela. Très très belle émission. Et là, dans le cadre du festival, tu vas mener une conférence qui va s'appeler Le Code sacré de la France, le lien terre-ciel retrouvé. Alors avant de nous parler de cette conférence, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Mathieu, en 2 mots, comment es-tu arrivé dans toute cette sphère de recherche? En 2 mots, En plusieurs, allez. par la géométrie et par le nombre. Voilà. Non, voilà. Ben, écoutez, moi, c'est un parcours qui a commencé il y a une trentaine d'années, de 94, avec la rencontre justement de Georges Vermar. On rendra un petit hommage effectivement à ce grand monsieur qui a ouvert une voie importante dans toute cette quête autour de la géométrie sacrée en lien avec les pyramides et surtout les connexions avec les étoiles et l'astronomie. Ça a été vraiment un apport qu'il a fait, qui a été vraiment important. Il y avait déjà des petites choses qui étaient mises en place, mais il a vraiment rajouté des éléments moi, qui m'ont tellement troublé que j'ai voulu creuser la question. Quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, qui m'a montré ses travaux, je me suis dit non, là, il y a un truc à revoir parce que ça me semblait assez incroyable. Et puis, de fil en aiguille, on a été amené à se revoir forcément. Les liens se sont faits à ce moment-là, petit à petit. Et forcément, j'avais jeté un œil sur son bouquin. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à vérifier, à faire des calculs. Et puis, ça m'a amené jusqu'à maintenant, toujours à continuer ces travaux de recherche qui nous ont amenés donc du plateau de Gizeh aux étoiles. Et puis ensuite, là, j'ai eu une période après où je suis redescendu sur Terre pour revenir cette fois sur la France avec une géométrie autour de notre hexagone et qui m'a en fait refait des liens avec l'Égypte. C'est ça qui a été curieux parce que c'était pas prévu au départ. Et tout de suite, j'ai vu des liens avec l'Égypte, avec des formes en lien avec la pyramide, avec des toponymies. On verra qu'il y a des l'équerre, le Caire, l'équerre qui se trimballent un peu partout sur la France, qui donnent des géométries incroyables. Et voilà, tout ça a fait un ensemble qui pour moi est devenu très cohérent jusqu'à aller aussi au décryptage du langage français. C'est pour ça aussi il y a le code sacré de la France. Il est aussi à travers un décodage du langage qu'on appelle la primosophie, et c'est Georges Vermar qui avait inventé ce mot-là aussi. Mais là, moi, je l'ai beaucoup plus travaillé, parce qu'à l'époque, on l'avait un peu laissé tomber. Et ça m'a amené encore à des éléments de compréhension, peut-être d'un autre registre, qui pour moi sont vraiment très profonds et permettent de travailler sur soi. Et c'est ça qui était intéressant, que j'ai trouvé intéressant. D'accord. Alors, du coup, Mathieu, de Gizeh à Livaro, il y a quasi qu'un pas. Presque. En 2 mots, du coup, le sujet de ta conférence, donc je rappelle le titre, le Code sacré de la France, le lien terre-ciel retrouvé. Si on l'avait perdu, ce lien terre-ciel. Il me semble qu'aujourd'hui, on l'a bien perdu. Hein, en fait, symboliquement, c'est le lien matière et spiritualité. Et pour moi, aujourd'hui, l'important, c'est de refaire cette connexion avec la spiritualité, avec notre partie plus immatérielle. Et là, quand on voit tout ce qu'on trouve, que ce soit avec Eric ou d'autres, en fait, on finit par comprendre qu'il y a plus de place au hasard et qu'il y a vraiment autre chose qui a guidé toutes ces constructions, même les toponymies, les emplacements des villes et avec ces noms particuliers, et notamment Lisieux. C'est ça qui a été fabuleux, parce que là, je te remercie Stéphane, parce que vraiment, au départ, quand tu as commencé à me dire bon, ce serait bien de voir si tu peux faire des choses autour de Lisieux, je me suis dit bon, oui, ok, je vais voir.
Bon, j'avais trouvé un premier élément. Ouais, juste pour je dévoile un tout petit bout, hein, parce que ça va être le départ. On va commencer avec ça. C'est que de Livaro à Lisieux, il y a d'église à église, sur la basilique de Lisieux, il y a exactement 16,18 kilomètres. Donc le nombre d'or. Donc je me suis dit, tiens, bah, c'est un bon point de départ. Et puis de là, voilà, des connexions avec aussi le nombre pi, avec la Rochauffée, avec d'autres cathédrales, le centre de la France qui est sur un Léquer, un village qui s'appelle Léquer, etc., etc. En fait, ça m'a fait faire tout un parcours et on va tirer ce fil pendant la conférence. On va partir de Lisieux, de Livaro, Lisieux, et à partir de là, on va tirer un fil qui va nous amener jusqu'en Égypte, finalement, parce qu'il y a aussi des liens avec l'Égypte, vous verrez. C'est assez incroyable, encore une fois. C'est comme si tout me ramenait à l'Égypte. Là, il n'y avait pas de hasard. Il a fallu donc des lignes sur la terre, des lignes dans le ciel. Et on finira par un petit bout de primosophie quand même, parce que ça, pour moi, maintenant, ça fait partie du tout, pour dévoiler le message de Thérèse de Lisieux. Et comme dans Lisieux, en fait, ce qui m'a interpellé tout de suite, c'est qu'on entend Isis quelque part. Voilà. Donc de Thérèse à Isis, ça va être un petit peu le parcours qu'on va faire. Ok. Oui, écoute, on n'a plus que hâte d'être au dimanche 14 mai. 14h, 15h30 pour ta partie de conférence, suivie pour toutes les conférences, je le rappelle, d'une table ronde, donc vous aurez l'occasion de discuter, de poser vos questions aux intervenants. C'est aussi ça l'intérêt, c'est que ça soit interactif et enrichissant pour chacun. Donc voilà, si vous avez déjà commencé à noter quelques questions, bien venez avec votre petit carnet, parce que de toute manière je pense que Mathieu est intarissable sur le sujet. Mathieu, je pense que je me trompe pas. Il y aurait de quoi faire plusieurs conférences, mais c'est ça. À chaque fois, je prends un peu de chaque sujet pour faire un ensemble qui se tient, mais chaque élément pourrait être développé davantage. Ok. En tout cas, merci Mathieu pour ton intervention. T'as un site ou une chaîne YouTube où on peut te suivre? Alors, il y a le site grandepyramide.com, qui est un site un peu ancien où il y avait tout ce qu'on avait fait avec Georges Vermar. Donc là, il y a énormément de choses sur tout ce qui a trait à la pyramide et les étoiles. Après, le reste sur la France, et la primosophie, c'est plus dans des vidéos, des conférences qui ont été faites à droite, à gauche. Il y a C'est ça. message. En tapant ton nom sur Oui, si votre vous moteur mettez de recherche préféré. pyramide, Lavo, primosophie, vous tomberez sur. Voilà, vous retombez sur plein de vidéos. Ok, merci Mathieu. Allez, bien, on va finir avec Éric Le Saint, mon ami Éric Le Saint, qui va nous faire une belle conférence sur la Rochauffée, Stonehenge et la théorie des 4 éléments de Platon. Bonsoir Éric. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bon, c'est donc toi qui vas avoir l'honneur de clôturer le festival sur cette conférence. Alors pour moi, la Rochauffée, avant vraiment de te rencontrer, c'était des yaourts. Je pense qu'on est tous d'une génération à avoir connu les yaourts à Rochauffée. Pour les plus jeunes, ça n'existe plus. Voilà, c'est ça. Allez, en 2 mots, Éric, pour te présenter. Alors moi, je me présente simplement comme un artiste idéaliste, si bien que, comme je suis plutôt artiste, je me laisse inspirer, je vais où les autres ne vont pas. Et puis, on est dans une époque où c'est la course à la vérité. Et donc, il y a beaucoup de combats, celui qui va apporter la vérité. Et je pense que nous, tous ici, on est des chercheurs de sincérité. On va amener notre sincérité, c'est vachement important. Et rien que pour ça, il faut venir nous voir parce qu'on est tous sincères. On n'a pas envie d'être des missionnaires, d'inculquer des choses. On va présenter ce qui nous anime, ce qui nous passionne. Et c'est ça qui est chouette, c'est que ça va être une grande famille qui va se retrouver pour échanger. On va rien imposer du tout. Voilà, vous prenez pas, c'est pas grave. Mais on sera avec le sourire à vous parler sans vous imposer quelque chose. On n'est pas des missionnaires. Voilà. Et comme disait Sadi, ce qui est important, c'est que oui, on est des arbres.
On a besoin de racines et si on n'a pas de racines, on tombe. Et ce qui m'intéresse au niveau de ce patrimoine, c'est l'endroit où le terreau, on a posé ce patrimoine. Voilà, qu'on a un dolmen, un menhir ou une pyramide à un endroit, c'est pas forcément important pour moi. C'est le terreau où on a posé ce lieu qui m'intéresse. Pourquoi est-ce qu'on a posé une pyramide à cet endroit-là de la Terre? Est-ce que c'est des points d'acupuncture? C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi on a choisi pour une basilique, une cathédrale, ces points que j'appelle des points d'acupuncture. Et moi, je veux mettre tout ça en lien. Et je me suis aperçu que à côté de chez moi, au niveau du patrimoine, il y avait un dolmen qui s'appelle le dolmen de la Rochauffée. Et puis qui est relié donc à Stonehenge, puisqu'on a 361 km 80 entre les deux. Donc c'est un 618 plus 0,618 fois un 618 ou racine de 2, racine de 3 par un 618. Donc j'ai dit, c'est quoi ce truc? Et tout d'un coup, j'ai vu que cette association Stonehenge Rochauffée nous permettait de valider la théorie de Platon, comme quoi la Terre, du moins le monde, était fait avec des 4 éléments, la Terre, l'eau, le feu et l'air, mélangés à part égale. Et je vais vous montrer que cette petite Rochauffée, qui est un dolmen, même le plus grand de France, mais ce n'est qu'un dolmen, qui est à côté de Rennes, eh ben, son rôle, c'est de diviser la Terre en 4 éléments à part égale, et de valider ce qu'il y a dans le Timée de Platon. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Alors, Platon, je l'ai trouvé après. J'ai fait mon petit truc et tout d'un coup, je me suis aperçu que ça répondait à ce qu'il y avait dans le Timée de Platon. Et on va travailler avec une précision extrême, parce que des fois, on a 200-300 mètres de précision sur 10 ou 12 000 km, donc c'est assez fabuleux en précision, c'est du 100% quasiment à chaque fois. Et je vais vous montrer, puisque Mathieu et moi, ben, ça c'est notre lien, c'est la France et l'Égypte. Hein, voilà, on s'est rencontrés de manière assez particulière avec Mathieu et on a la même vision de la France et de l'Égypte. Et moi, je vais vous montrer, par exemple, que les 3 pyramides de Gizeh et le Sphinx sont projetés à l'échelle sur la France. Donc, vous allez retrouver, je vais vous montrer, par exemple, dans la conférence, où est Khéops, Képhren, Mykérinos et le Sphinx en France, modélisés à l'échelle. Hein. Vous allez voir, c'est pas que des alignements, il y a une valeur de modélisation, c'est assez fou. Et donc, on va faire un grand voyage. On va partir de la Rochauffée et on va partir sur le monde entier pour trouver ces 4 éléments. Donc, ça sera comme une énigme, un jeu de piste. On cherchera ensemble où sont les 4 éléments, où ils sont. Alors, pour rien vous cacher, bon, c'est comme une pomme, on coupe la Terre en 4. Et puis, chaque portion correspondra à un élément. Et je vous dis rien. Mais ça sera un jeu de piste tous ensemble et on fera une grande aventure et un grand voyage. Bah, si c'est pas du teasing, ça, je m'y connais pas, Eric. Ouais. On a envie d'y aller jusqu'au bout. Bon, mais super. Je crois qu'à cette heure-ci, ça doit être complet, regarde. C'est ça, oui, ben, ça sera. Tous ces intervenants qui sont sincères, je pense qu'on a tous. En 1 heure, tu as dû faire ça le comble. Exactement, voilà. En tout cas, voilà, on a fait un beau tour d'horizon sur l'ensemble de ce programme. Vous apportez tous, chacun, à votre niveau et dans votre spécialité, cette pierre à l'édifice de ce premier festival de la merveille et des mystères. Stéphane, quand on écoute tout le monde, on a vraiment très envie d'y être. Oui, mais moi je pense que je vais venir. Hein. Tu seras là ? Bon. Oui, je vais essayer de réserver mon billet à l'avance. Alors oui, il faut quand même revenir à des choses matérielles. C'est-à-dire que c'est vrai que l'idéal, ce serait que les gens, un maximum de personnes, contribuent même à petite échelle pour qu'on puisse créer des conditions matérielles convenables pour réunir tous nos intervenants, c'est-à-dire défrayer, et puis surtout la partie ingénierie, et puis aussi tout le travail de Claudine qui a fait un énorme boulot de communication. Ouais, tout ça est bénévole pour l'instant, mais c'est vrai que bon, il y a pour ce qui est de l'ordre de l'ingénieur du son et puis le matériel vidéo, on est obligé de bloquer quelqu'un sur 3 jours, et donc ça, ça a un coût. Donc on a un budget modique. Voilà, après on va essayer de se débrouiller. De toute façon, le festival aura lieu. Après, l'idéal, ce serait qu'il se fasse dans les conditions qui correspondent à ce qu'on a budgété pour le crowdfunding. Donc, on fait encore un appel, voilà, la volonté de chacun. Et puis après, la billetterie sera lancée. Mais après, c'est vrai que l'idée, c'est de toute façon, c'est pour ça qu'on fera le festival quoi qu'il arrive, parce qu'en fait, on a quand même l'opportunité, on remercie l'OMAC de Livaro,
de nous prêter ces lieux. Et puis, on a rencontré beaucoup d'enthousiasme auprès de nos mairesses, là. Donc c'était, il y a une magnifique énergie en fin de compte à Livaro, et puis la rencontre avec Eric, avec Mathieu, avec vous Antoine, Jérôme, Françoise, Agnès, Rémi, et j'oublie personne. Et puis voilà quoi, j'ai déjà beaucoup parlé. C'est vrai que on a tous envie d'y être parce que je pense que l'énergie positive va circuler. Alors c'est vrai qu'il y a cette idée de surtout pas être dogmatique, simplement d'ouvrir les vannes, voilà, alors de l'imagination, de la pensée, euh, et puis aussi du sens et du questionnement. Hein, voilà, et je pense que chacun de nos intervenants s'inscrit bien dans cette dynamique-là. Très bien. Donc on rappelle, il y a 290 places, c'est ça, hein, de mémoire. Au cinéma. Après, les conférences qui se feront au manoir, on a une jauge beaucoup plus restreinte, de 50 personnes officiellement. On essaiera d'élargir un petit peu la jauge. Et c'est sûr que pour les conférences qui ont lieu le samedi, c'est-à-dire la mienne, sur les fontaines, celle de Françoise et celle de Philippe, ce sera un petit peu plus étroit. Mais on va faire aussi des ateliers. Voilà, Mathieu avait proposé de faire un atelier, il y a d'autres personnes qui ont proposé de faire des ateliers. Donc de toute façon, il y aura de quoi, occuper et nourrir imaginairement, intellectuellement, 300 personnes environ sur les 2 jours et demi. Donc vous aurez dans les liens de la vidéo l'accès pour aller sur la page de crowdfunding des Loasso, qui vous permettra d'acheter déjà le pass pour ce festival à un prix pré-vente. Voilà, si vous passez après la date, le pass risque d'être un peu plus onéreux. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça se passe en Normandie. C'est un très beau pays. Si vous venez du coin, l'accès est assez facile. Sinon, après, c'est le train, c'est Blablacar. Il y a plein de possibilités. Il y a aussi plein de logements pour ceux qui veulent rester sur place. Allez voir tous les sites qui proposent des Airbnb, etc. Tout est là pour passer un très très bon week-end. Dans la vallée de la vie. Dans la vallée de la vie. Exactement. En tout cas, comme disaient les Anglais, c'est the place to be in, entre le 12 et le 14. Voilà, il faut surtout ne pas manquer ce premier festival. Et juste un dernier détail, tu as parlé tout à l'heure d'ingénieurs son et de vidéastes, parce qu'effectivement, toutes les conférences seront filmées. Et il y aura, pour ceux qui ne peuvent pas bien justement se déplacer, il y aura la possibilité d'accéder à ces vidéos. C'est pour ça aussi, allez sur le crowdfunding, parce qu'il y a des premières contreparties qui vous permettent au moins de participer à l'association et de pouvoir obtenir l'accès à ces vidéos si vous ne pouvez pas être sur site. Voilà. Tout à fait. Messieurs, mesdames, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir participé ce soir à cette première sur Miasme TV avec autant de personnes. Techniquement, ça a tenu, donc je suis content. Merci Antoine. Merci encore. Ouais. Et puis on a tous très hâte de vous retrouver dans 2 mois, au mois de mai. On se sent bien déjà ensemble là, je crois. Ah ouais. Un premier aperçu de ce que ça va donner. Ouais. Exactement. C'est ça. Bon, bonsoir merci. à tous et à toutes. Merci encore Françoise. Merci pour cette rencontre. J'ai trouvé un peu plus de lumière là. Et la lumière fut. À bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous. bientôt. Bye bye. Au revoir. Salut. Bye. Bonsoir, Merci. au revoir, à bientôt. Au revoir. Et bien finalement, nous revoilà parce que nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Liénard qui nous a rejoint. Donc, effectivement, on est 2 jours après, la coupe c'est plus la même, on s'est un petit peu changé, tout et tout, mais on est là au rendez-vous avec Stéphane et avec Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir.
Alors Philippe, comme tes autres camarades, tu vas donc participer au festival de la merveille et des mystères, donc du 12 au 14 mai. Et à l'instar de Rémi, que l'on a présenté tout à l'heure, toi tu vas être le maître de conférence de la journée de samedi. Mais avant de nous expliquer ce que tu vas faire, on aimerait en savoir en quelques mots un peu plus sur toi. Quel est ton parcours et pourquoi est-ce que finalement tu participes à ce festival de la merveille et des mystères? D'accord. Eh bien, je vais essayer de vous dire ça en quelques mots rapides. Euh, euh, le parcours est celui de quelqu'un qui a fait une carrière d'avocat et puis qui a basculé dans le bonheur d'écrire des livres et de créer, voilà, 5 ou 6 ans, une maison d'édition. Alors, cette maison d'édition, elle a 3 marques. La première marque, c'est ECED. Alors, évidemment, c'est pas Plon, c'est pas Gallimard, donc tout le monde n'en entend pas parler, mais tous les livres qu'on publie sont commandables dans toutes les librairies et on peut les trouver sur tous les sites de vente en ligne. On a édité plus d'une centaine de livres quand même. La deuxième, c'est Code Neuf. C'est une marque où viennent se nicher tous les sujets un peu plus spirituels, de réflexion. Et une troisième marque ou label qui s'appelle Regard, où on trouve tous les sujets sociétaux et historiques. Alors, l'historique peut aller dans n'importe laquelle des 3 catégories. Donc, voilà pour la maison d'édition qui sera présente au Salon du Mystère et de la Merveille, évidemment, puisque nous en sommes, pour notre plus grand bonheur, partenaires. En ce qui concerne moi-même, écoutez, je me rends compte que j'ai écrit 18 bouquins. Je regardais ça tout à l'heure et je me suis dit, bon, on s'en aperçoit pas comme ça si on regarde pas de plus près. Et les thèmes que je privilégie toujours depuis que j'écris, c'est ce que moi j'appelle les thèmes sur les mouvances de pensée. Alors, dans les mouvances de pensée, on retrouve que ce soit les Templiers, que ce soit les Illuminati, j'ai écrit là-dessus, que ce soit les mouvements religieux, que ce soit les sociétés secrètes, que ce soit les francs-maçons, qui n'est pas une société secrète. Mais enfin bon, on retrouve tout ça. J'ai même écrit un livre sur comment dire, sur les dictateurs. Et bon, bref, voilà. Donc c'est un peu ces sujets-là que je traite, et en particulier pour le festival qui nous occupe, puisque j'aurai cet immense plaisir d'être le maître des cérémonies de la première journée, si j'ai bien tout compris, et d'intervenir moi-même dans le cadre d'une conférence. J'aurai l'avantage de vous parler plus spécialement de l'héritage spirituel et matériel des Templiers. Alors, l'héritage matériel des Templiers pris au pied de la lettre, ce sont les possessions des Templiers. Alors, les possessions du temple en 1312 ont échu par une bulle qui s'appelle Ad Providam aux Hospitaliers. Donc, bref, les possessions templières sont passées à un autre ordre. Mais moi, je ne parle pas de cette matérialité-là, je parle de cette matérialité que l'on retrouve dans les bâtiments, dans les décors, dans les vitraux, dans les messages, dans la symbolique que l'on trouve notamment en Normandie, et en particulier, je mettrai en exergue évidemment le Calvados, mais aussi toute la France. Et pas que la France, puisque le livre que j'aurai le plaisir d'emmener dans mes bagages pour cette présentation, c'est celui qui sort le 11 mai, c'est-à-dire la suite de l'héritage spirituel. Et la suite de l'héritage spirituel, c'est l'héritage templier dans les pierres. Et donc, je pense que ce sera complètement en symbiose avec la thématique. Et pour vous dire un mot de cette conférence sur l'héritage spirituel, sans trop en dire, eh bien, je me suis posé un jour cette question qui m'a valu quelques années d'enquête et de recherche, notamment dans un fouillis indescriptible que sont les archives du Vatican. Je me suis plongé dans ce qu'il pouvait rester de l'esprit templier, puisque l'ordre, comme on le sait, a pris fin, je l'ai dit tout à l'heure, en 1312, mais les premières arrestations, c'est 1307, les dernières exécutions, c'est 1314, et depuis 700 ans, que se passe-t-il? Où peut-on retrouver l'esprit templier? Eh bien, je ne vais pas déflorer le secret maintenant, ce serait ce serait dommage, mais simplement pour donner envie, on retrouve à peu près une centaine de mouvances templières dans le monde aujourd'hui.
On retrouve des centaines de milliers de personnes qui, à travers soit des associations folkloriques ou initiatiques ou spirituelles ou religieuses, se revendiquent les unes des autres à leur manière de l'esprit templier. On retrouve notamment ça en franc-maçonnerie, mais on retrouve aussi ça dans des ordres qui aimeraient être reconnus par le Vatican, qui se tait dans toutes les langues, parce qu'il y a tellement de candidats à la porte que le Vatican préfère n'en reconnaître aucun. Voilà, j'aurai ce plaisir de vous parler de tout ça, parce qu'on est parfois très surpris de s'apercevoir qu'on a une borne templière au bout de son jardin et qu'on a une association templière au coin de sa rue. Et je suppose qu'on serait effectivement surpris de découvrir tout ça. En tout cas, le sujet, je pense, c'est un sujet qui est vraiment très porteur et puis qui intéresse vraiment beaucoup de monde. En tout cas, sur notre chaîne, c'est un sujet que les gens raffolent. Et je pars d'un principe simple, et tous ceux qui me connaissent savent ma petite phrase habituelle. Je dis toujours quand je fais des conférences, ne me croyez pas. Je vous donne tous les éléments pour aller vérifier par vous-même, ne me croyez pas. Et quand j'écris, c'est pareil. Dans ce dernier livre-là, qui est celui dont je vous parlerai notamment quand je viendrai, Héritage spirituel, il y a 530 références bibliographiques de recherche. Et dans le précédent, qui est là, où je parle des 200 années de la vie de l'ordre du Temple, il y a à peu près 400 références de recherche. C'est vous dire que je donne les clés, le trousseau et les entrées de porte pour qui veut aller plus loin, gratter, vérifier. Et donc, ne me croyez jamais. Je suis un menteur professionnel, mais non, pas du tout. Je dis des vérités, mais parfois elles dérangent. On reconnaît bien la petite déformation professionnelle de l'avocat derrière tout ça, de l'ex-avocat. En tout cas, oui, c'est passionnant. Et c'est vrai que ça fait rêver tout le monde, hein, quoi. Dans notre communauté, ça fait rêver tout le monde de pouvoir accéder à ces bibliothèques. Je vais vous raconter une petite anecdote, toute petite, hein, elle prend 20 secondes. L'ordre du Temple, il naît à Naplouse, sur une terre qui est aujourd'hui la Palestine, en 1118. Les Templiers ne vont porter cette fameuse croix qu'on connaît, la croix pâtée rouge, sur une tunique blanche, qu'en 1147. De 1118 à 1147, ça fait quand même un moment. Ils ne participeront donc pas du tout à la première croisade de 1095, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, puisque l'on confond les Templiers et les croisés. Voilà, mais j'en parlerai avec détail. Eh bien, tu en parleras, Philippe. Donc, c'est le samedi 13 mai. Toi, tu passes à 16h, donc de 16h à 17h30 lors du festival de la merveille et des mystères. Voilà, eh bien, écoute, on espère que vous serez nombreux à participer à cette conférence. Je pense que là, les places seront chères. Tu verras, je suis sûr qu'on va se bousculer au portillon pour pouvoir t'écouter sur cette histoire templière. Eh bien, ce sera un plaisir partagé. En tout cas, on aura un grand plaisir, en effet, à recevoir parmi nous Philippe, en tant que conférencier, puis également en tant que maître de cérémonie. Voilà, le samedi. Je pense que les échanges vont être vraiment très riches et que il y a des sujets pour toutes les curiosités, toutes les imaginations. Et donc on espère que chacun y trouvera de quoi nourrir son désir ou sa demande. Après, dire le programme, donc là on a encore un programme prévisionnel, et je pense qu'il y aura d'autres surprises, qui arriveront, et tout sera défini de façon concise et précise au moment de l'ouverture de la billetterie, c'est-à-dire certainement peut-être avant même le 15 avril, parce qu'on a déjà quand même pas mal de demandes, donc début avril, disons. Donc là, on aura une idée encore plus pointue, d'éventuelles autres interventions pendant le festival. De toute manière, on aura l'occasion d'en reparler, hein, Stéphane. Voilà, s'il y a des petites nouvelles annoncées, on en profitera aussi pour les annoncer. Ok, super. Voilà, vous pouvez retrouver donc le lien vers
la maison d'édition donc de Philippe et de ses livres dans la description de la vidéo. Le lien pour précommander vos passes auprès de LOASO, pareillement dans la description de la vidéo. Et puis voilà, on compte sur vous. Il n'y a plus que ça à dire. Ouais. À très bientôt. À très bientôt. Philippe, en tout cas, merci d'être venu pour participer à ce récapitulatif du programme du festival. Stéphane, merci pour toute l'énergie que tu mets là-dedans. Et puis on se Je te remercie. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Ouais. À bientôt. Au revoir.